La nausée montait dans sa gorge comme une marée familière. Sophia avait à peine les yeux ouverts qu'elle repoussa la couette et courut vers la salle de bain, réussissant à claquer la porte juste avant que son estomac ne se vide complètement. Depuis 2 mois, chaque matin commençait de la même façon avec ce rituel épuisant au-dessus des toilettes, après lequel elle se sentait totalement vidée. S'éclaboussant le visage d'eau froide, Sophia fixa son reflet dans le miroir, un visage pâle, des cernes sous les yeux, des pommettes saillantes. En ces 2 mois, elle avait perdu 15 livres, bien qu'elle n'ait jamais été en surpoids. Ses collègues de la pharmacie avaient déjà commencé à chuchoter dans son dos. Elle saisissait des fragments de conversation sur l'anorexie et l'épuisement nerveux. La porte de la salle de bain grinça et le visage inquiet d'Alex apparut. « Encore » demanda-t-il doucement. Sophia acquiesça, incapable de parler. Son mari s'approcha, l'enveloppa de ses bras, et elle sentit l'odeur familière de sa colonie boisée aux notes de bergamote. « Et si nous voyions un autre médecin ? Maman dit qu'elle connaît un gastro-entérologue, un très bon spécialiste. » À la mention de sa belle-mère, Sophia se tendit involontairement, mais essaya de ne pas le montrer. Éléanore était un sujet délicat dans leur mariage, le seul nuage dans le ciel serein de leur relation. « J'ai déjà vu 5 médecins, Alex. Ils disent tous la même chose. Les analyses sont bonnes. Mes organes sont sains. C'est peut-être psychosomatique. Donc, tu as besoin d'un psychologue. » Sophia se dégagea et regarda son mari dans les yeux. Était-ce son imagination ou un éclair de doute traversa-t-il son regard? Non, elle imaginait probablement. Alex l'aimait. De cela, elle n'avait aucun doute. « Je ne suis pas folle, dit-elle calmement, mais fermement. Je ne dis pas que tu es folle. C'est juste que maman pense. Et quoi d'autre pense ta mère? La question sortit plus sèchement qu'elle ne l'avait prévu. Alex fronça les sourcils et un silence inconfortable s'installa entre eux. Sophia regretta immédiatement ses paroles. « Je suis désolée. Je suis juste fatiguée. Cette nausée m'épuise. » Son mari hocha la tête, mais elle vit une ombre de blessure dans ses yeux. Il ne pouvait jamais prendre ses plaintes concernant sa mère avec calme. Pour lui, Éléanore était la femme idéale, forte, sage, toujours dans le vrai. Et Sophia. Sophia était juste l'épouse qui, pour une raison quelconque, ne parvenait pas à trouver de terrain d'entente avec sa famille. Alors qu'elle se préparait pour le travail, elle toucha mécaniquement le pendentif à son cou, un élégant ovale d'argent avec une feuille de lyre gravée. Alex le lui avait offert pour leur 3e anniversaire de mariage il y a 2 mois. « Pour que tu puisses toujours sentir mon amour près de toi, » avait-il dit alors, en attachant la chaîne autour de son cou. Depuis lors, elle n'avait pas retiré le bijou une seule minute. Le pendentif était frais et agréable contre sa peau, et Sophia sourit involontairement. Quoi qu'il arrive, elle avait Alex, l'homme qui avait changé sa vie il y a 3 ans. En se rendant au travail, comme d'habitude, elle descendit dans le métro. La foule matinale, l'odeur du café et du parfum, le murmure des voix, tout cela était devenu la toile de fond familière de ses journées. Sophia s'appuya contre la main courante, fermant les yeux. La nausée s'était un peu calmée, mais la faiblesse demeurait. « Excusez-moi. » La voix était très proche, et Sophia sursauta, ouvrant les yeux. Devant elle se tenait un homme plus âgé, grand avec une barbe grise soignée et un regard attentif dans ses yeux sombres. Il portait un costume démodé mais bien entretenu, et à son annulaire se trouvait une large bague en or avec une gravure complexe. « Je vous connais ?» demanda Sophia, déconcertée. « Non, mais je dois vous dire quelque chose. » L'homme parlait doucement, presque dans un murmure, se penchant vers elle. Il sentait les vieux livres et légèrement le métal. « Je suis désolé. Je ne suis pas intéressé. » Sophia essaya de s'éloigner, pensant qu'il s'agissait d'un autre original de la ville ou d'un escroc, mais l'homme toucha doucement son bras. Il ne l'agrippa pas, mais la toucha légèrement, avec précaution. « Enlevez le collier. Je vois ce qu'il y a dans le pendentif. » Sophia se figea. Ses doigts allèrent involontairement vers le bijou. « Mon mari me l'a offert pour notre anniversaire. »« Que croyez-vous faire ? » ?»« Ouvrez-le devant moi, » dit l'homme calmement. Il n'y avait aucune menace dans sa voix, seulement une certitude étrange et terrifiante. Il ne s'ouvre pas. C'est une pièce pleine. L'étranger secoua la tête. Si, il s'ouvre. Voyez-vous cette ligne sur le bord latéral?
C'est un mécanisme. Sofia voulait argumenter, s'en aller, appeler la police, n'importe quoi. Mais quelque chose dans les yeux de l'homme la fit hésiter. Il n'avait pas l'air d'un fou, et il ne ressemblait certainement pas à un escroc. Le train ralentit, les portes s'ouvrirent, et les gens autour d'eux bougèrent, montant et descendant. L'homme sortit une carte de visite de sa poche et la lui tendit. Richard Sterling, joaillier et antiquaire. 40 ans de métier dans la bijouterie. Si vous ne me croyez pas, vérifiez par vous-même. Mais si vous tenez à votre vie, enlevez ce pendentif et ne le remettez plus jamais. Il sortit du wagon et les portes se refermèrent derrière lui. Sofia resta là, serrant la carte dans sa main, son cœur battant si fort qu'elle avait l'impression que tout le wagon pouvait l'entendre. La journée de travail traîna en longueur de façon insupportable. La pharmacie où Sofia travaillait depuis 5 ans se trouvait dans un quartier résidentiel. Clients réguliers, ordonnances familières, visages connus. Habituellement, cette routine la calmait, mais aujourd'hui, chaque minute était une lutte. « Sofia, tu es si pâle » remarqua Lucie, son amie et collègue, s'approchant de la caisse pendant une accalmie entre deux clients. « Malade le matin comme toujours. As-tu fait un test de grossesse ?» Sofia sourit amèrement. Lucie fronça les sourcils. Elles étaient amies depuis leur première année d'école de pharmacie il y a presque 10 ans. Lucie était infirmière à la clinique d'à côté et en savait plus sur la santé de Sofia que les médecins eux-mêmes. Peut-être une infection cachée. Des parasites. Ils m'ont testé pour tout. Rien. Et pour un dépistage toxicologique ? Sofia regarda son amie avec surprise. Toxicologie ? Tu penses que quelqu'un m'empoisonne ? Lucie haussa les épaules. Sofia sentit ses mains devenir froides. Les paroles de l'étranger dans le métro lui revinrent avec une clarté terrifiante, « Si vous tenez à votre vie, enlevez ce pendentif. » « Et ta belle-mère » demanda Lucie. « Tu m'as dit toi-même à quel point elle te déteste. Comment elle a essayé de vous séparer. Comment elle a dit à Alex que tu n'étais pas la femme pour lui. » Sofia secoua la tête. Oui, sa relation avec Eleanor était loin d'être idéale, mais l'empoisonnement semblait insensé. C'est une femme autoritaire et désagréable, mais pas une meurtrière. Lucie se tut, mais son expression restait dubitative. Sofia se tourna vers l'étagère de médicaments, faisant semblant de vérifier les dates de péremption. La carte du joaillier brûlait dans sa poche comme un charbon ardent. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Sofia alla directement dans la salle de bain et examina longuement le pendentif dans le miroir, l'élégant ovale d'argent avec la feuille de lierre. Alex avait dit qu'il l'avait commandé à un atelier de joaillerie, une pièce exclusive gravée à la main. Elle passa son doigt le long du bord latéral et s'arrêta soudainement. Il y avait vraiment une ligne fine, à peine perceptible, presque invisible. Elle l'avait auparavant prise pour un élément décoratif, mais maintenant. « Sofia, tu es là. » La voix d'Alex venait de l'entrée. Elle sursauta et cacha rapidement le pendentif sous son chemisier. « Oui, je suis dans la salle de bain. » En sortant pour accueillir son mari, elle essaya de sourire aussi naturellement que possible. Alex avait l'air fatigué. Il travaillait comme architecte dans un grand cabinet et rentrait tard depuis un mois à cause d'un projet majeur. « Comment te sens-tu » demanda-t-il en l'embrassant sur le front. « Mieux. Je n'ai pratiquement pas eu de nausées de la journée. » Sofia hocha la tête, bien qu'elle sache que ce n'était pas vrai. La nausée ne disparaissait pas, elle avait juste appris à la cacher. Mais la faiblesse ne faisait qu'augmenter. Parfois, elle sentait que ses jambes allaient lâcher et qu'elle s'effondrerait en plein travail. Pendant le dîner, Alex parla du projet, des difficultés avec le client et des projets pour le week-end. Sofia n'écoutait que d'une oreille, pensant au pendentif. Devait-elle parler à son mari de l'étrange joaillier, ou allait-elle simplement lui faire peur et il lui conseillerait une fois de plus de voir un psychologue ? « Maman nous a demandé de passer dimanche » dit Alex nonchalamment. Sofia réprima un soupir. « Elle s'inquiète pour toi, tu sais. » Le scepticisme dans sa voix était évident. Alex fronça les sourcils. « Sofia, tu es injuste envers elle. Elle veut t'aider. » « Aider ? Ta mère me déteste depuis le premier jour. Tu le sais parfaitement. » « Ce n'est pas vrai. » Alex posa sa fourchette. « Et cela signifie que je dois subir ces humiliations ? » Un silence pesant s'installa.
Sophia regardait son mari lutter intérieurement. Entre son amour pour elle et sa loyauté envers sa mère, cette lutte durait depuis les 3 ans de leur mariage. Et chaque fois, cela se terminait de la même façon, Alex essayait de plaire aux deux, et c'était Sophia qui souffrait. Ne nous disputons pas, dit-il finalement. Tu es malade. Je suis fatigué. Parlons-en plus tard. Sophia voulut répliquer, mais se retint. Il avait raison. Ils étaient tous deux trop épuisés pour cette conversation. La nuit, elle resta éveillée, écoutant la respiration régulière de son mari à ses côtés. Le pendentif était toujours à son cou, maintenant chaud de la chaleur de son corps. Les paroles du joaillier ne la quittaient pas. Qu'avait-il vu dans ce bijou? Et pourquoi était-il si sûr qu'il était dangereux? Le souvenir de sa première rencontre avec sa belle-mère refit surface de lui-même indésirable, mais inévitable. C'était il y a 4 ans dans un restaurant avec vue panoramique sur la ville. Alex l'avait invité à rencontrer sa mère, et Sophia s'était préparée pour la rencontre avec l'excitation d'une jeune femme amoureuse voulant plaire à la famille de son bien-aimé. Eleanor arriva avec 20 minutes de retard. Comme elle l'apprit plus tard, c'était sa signature. Grande, imposante, avec une coiffure parfaite et un regard froid dans ses yeux bleu-gris. Elle dévisagea Sophia de la tête aux pieds d'un regard évaluateur et pressa ses lèvres de façon presque imperceptible. Alors, c'est ton choix. Elle s'adressait à son fils comme si Sophia n'était pas là. Maman, voici Sophia. Sophia, voici ma mère, Eleanor. Enchantée de vous rencontrer. Sophia sourit en tendant la main. Sa belle-mère regarda la main tendue comme s'il s'agissait de quelque chose de désagréable et la toucha à peine du bout des doigts. Tout au long de la soirée, elle interrogea Sophia comme un procureur. Qui étaient ses parents? Que faisait-il? Quelle était son éducation? Combien gagnait-elle? Possédait-elle sa propre maison? Les réponses ne satisfaisaient manifestement pas Eleanor. Les parents de Sophia étaient des gens simples, son père était électricien, sa mère infirmière. Ils vivaient dans un petit appartement de 3 pièces dans le Queens, hérité de sa grand-mère. Je vois, dit la belle-mère après une autre réponse. Et quels sont vos projets pour mon fils? Maman, Pr. Protesta Alex. Quoi? J'ai le droit de savoir quelles sont les intentions de cette fille. Sophia ne savait pas quoi dire alors. Elle aimait Alex. N'était-ce pas suffisant? Mais pour Eleanor, l'amour était un concept trop abstrait. Elle pensait en termes de bénéfices, de statut, de perspective. Après cette rencontre, la belle-mère appela Alex et essaya pendant 2 heures de le convaincre de rompre la relation. Cette fille n'est pas pour toi. C'est une chercheuse d'or. Tu mérites quelqu'un de ton propre milieu. Alex ne l'écouta pas. À l'époque, il était prêt à tout pour leur amour. Ils se marièrent 1 an plus tard, malgré toutes les objections d'Eleanor. Au mariage, la belle-mère resta assise avec un visage de pierre et partit ostensiblement juste après la cérémonie sans rester pour la réception. Vous avez ruiné la vie de mon fils, murmura-t-elle à Sophia avant de partir. Il ne vous pardonnera jamais cela. 3 ans avaient passé depuis lors. Eleanor n'avait pas abandonné, elle avait juste changé de tactique. Maintenant, elle ne provoquait plus de scandales ouverts, mais agissait plus subtilement. Elle appelait Alex tous les jours, se plaignait de sa santé et exigeait de l'attention. À chaque rencontre, elle trouvait un moyen d'humilier Sophia, un commentaire sur sa coiffure, ses vêtements, sa cuisine. Je suis surprise que vous n'ayez pas encore empoisonné votre mari avec vos gratins, dit-elle une fois lors d'un dîner de famille. Sophia se souvenait comment son cœur avait sombré à ces mots et comment Alex était resté silencieux, faisant semblant de n'avoir pas entendu. L'aube vint trop vite. La nausée la frappa dès les premiers rayons de soleil, plus forte que d'habitude. Sophia atteignit à peine la salle de bain. Elle vomit tellement que sa vision se brouilla, et quand ce fut fini, elle s'effondra sans force sur le sol carrelé et froid. Que lui arrivait-il? Pourquoi les médecins ne trouvaient-ils rien? Le pendentif était frais contre sa peau, comme pour lui rappeler sa présence. Soudain, Sophia ressentit une envie irrésistible de l'arracher, de le jeter, de s'en débarrasser pour toujours. Mais c'était un cadeau de son mari, le seul bijou qu'il ait jamais choisi pour elle. Et pourtant, les mains tremblantes, elle défit le fermoir et laissa le pendentif sur l'étagère au-dessus du lavabo. Puis, avec effort, elle se leva, se lava le visage et alla à la cuisine.
Alex était déjà parti au travail. Il se levait tôt pour éviter les embouteillages. Sur la table se trouvait une note, le petit déjeuner est dans le frigo. Je t'aime. N'oublie pas pour dimanche. Dimanche. La visite chez sa belle-mère. Sophia froissa la note et la jeta à la poubelle. La journée se passa étrangement. Sans le pendentif, elle se sentait mieux. La nausée ne disparut pas complètement, mais elle devint moins intense. À l'heure du déjeuner, Sophia fut même capable de manger normalement pour la première fois depuis des semaines. Tu as meilleure mine aujourd'hui, nota Lucie pendant une pause. Sérieusement, tu as repris des couleurs. Tu ressembles à nouveau à une personne. Sophia était perdue dans ses pensées. Le pendentif pouvait-il vraiment être lié à son état? Cela semblait fou. Mais ce soir-là, elle sortit la carte du joaillier et l'examina longuement. Richard Sterling, joaillier et antiquaire. Expertise, réparation, estimation. L'adresse indiquait un petit atelier dans une vieille partie de la ville. Devrais-je y aller, pensa-t-elle. Au moins pour savoir ce qu'il voulait dire. Mais au dernier moment, elle changea d'avis. Ce vieil homme voulait probablement juste se moquer d'elle, lui soutirer de l'argent pour une expertise ou une réparation coûteuse. Il y avait tellement d'escrocs en ville. Elle remit le pendentif et s'endormit. Le lendemain matin commença par une attaque de nausée si grave que Sophia perdit connaissance dans la salle de bain. Elle se réveilla sur le sol froid et dur. Sa tête tournait et elle avait un goût métallique dans la bouche. « Qu'est-ce qui m'arrive » murmura-t-elle dans le vide. Se levant à peine, elle se regarda dans le miroir et tressaillit. Le visage d'une personne gravement malade lui rendait son regard, gris, émacié, avec une teinte bleuâtre sous les yeux. Elle ne s'était jamais sentie aussi mal. Ses mains allèrent d'elles-mêmes vers le fermoir du pendentif. Elle l'enleva et le laissa sur l'étagère, tout comme la veille. Comme par magie, elle sentit la pression dans son estomac s'atténuer légèrement. Ce jour-là, elle n'alla pas travailler. Elle se fit porter pâle. Elle passa toute la journée à la maison sans le pendentif, et le soir venu, elle se sentait presque normale. Elle dîna, regarda un film et fit même une courte promenade dans la cour. Avant de se coucher, elle remit le bijou, craignant qu'Alex ne remarque son absence et ne s'en offusque. Le matin l'accueillit par une autre attaque. Maintenant, il n'y avait plus de doute, 2 jours sans le pendentif, soulagement relatif, 2 jours avec le pendentif, un état horrible. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Je deviens folle, se dit Sophia, mais ses mains composaient déjà le numéro de la carte de visite. Richard répondit à la 3e sonnerie. Sterling. Bonjour. Nous nous sommes rencontrés dans le métro il y a quelques jours. Vous m'avez parlé de mon pendentif. Un silence, puis une voix remplie de soulagement. Vous avez enfin appelé. Dieu merci. J'avais peur de ne pas être arrivé à temps. Pas arrivé à temps pourquoi? Pour vous sauver, ma chère enfant. Pour vous sauver. L'atelier de Richard Sterling se trouvait dans un vieil immeuble près du centre-ville, avec de hauts plafonds, des fenêtres étroites et des parquets qui grincent. L'enseigne au-dessus de l'entrée indiquait « Atelier de joaillerie, expertise, réparation, estimation ». Depuis 1978. Sophia poussa la porte lourde et se retrouva dans une petite pièce remplie de vitrines en verre. Derrière le comptoir, penché sur une loupe, était assis le même homme que dans le métro. « Entrez, dit-il sans lever les yeux. Avez-vous apporté le pendentif? Oui. Sophia sortit le bijou de sa poche et le posa sur le comptoir. Richard Sterling mit de côté son travail et examina attentivement le pendentif sans le toucher. Puis il enfila des gants fins et prit le bijou dans ses mains. Je ne me suis pas présenté convenablement. Richard Sterling. Avant de prendre ma retraite, je travaillais comme expert en criminalistique dans l'unité des crimes majeurs, spécialisée dans les empoisonnements et la toxicologie. Depuis 15 ans, je suis dans le commerce de bijoux, un passe-temps devenu profession, pour ainsi dire. Un expert en criminalistique. Sophia sentit ses mains devenir froides. Il tourna le pendentif sur le côté. Voyez-vous cette ligne? Ce n'est pas décoratif. C'est un mécanisme caché. R. Richard prit dans un tiroir un outil fin ressemblant à une sonde dentaire et l'inséra avec précaution dans la fente à peine visible sur le côté du pendentif.
Il y eut un léger clic, et le pendentif s'ouvrit en deux moitiés. Sophia étouffa un cri. À l'intérieur, dans un creux spécial, se trouvait une minuscule capsule pas plus grosse qu'un grain de riz. Elle était semi-transparente avec une substance sombre à l'intérieur. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. « Ceci, ma chère amie, est l'explication de votre maladie. Une microcapsule contenant une substance qui se libère au contact de la chaleur du corps humain. Vous portez le pendentif sur votre poitrine, l'endroit le plus chaud. La capsule chauffe, ses parois deviennent perméables, et le poison pénètre lentement mais sûrement dans votre organisme par la peau. » Sophia eut l'impression qu'elle allait s'évanouir. Richard l'installa rapidement sur une chaise et lui donna un verre d'eau. « Respirez. Prenez une grande inspiration. » Qui a fait ça? Je ne le sais pas. Mais je peux vous dire avec certitude qu'il ne s'agit pas d'un défaut de fabrication ou d'un accident. Quelqu'un a intentionnellement modifié ce bijou pour vous nuire. Mais c'est un cadeau de mon mari. Il n'aurait pas pu. Le bijoutier leva une main. Je ne dis pas que votre mari l'a fait. Il est possible qu'il n'en soupçonne même pas le contenu, mais quelqu'un ayant accès à ce pendentif l'a transformé en arme de crime. Un meurtre. Sophia pouvait à peine parler. Pas immédiatement, bien sûr. L'empoisonnement lent est toujours un jeu à long terme. Il l'aurait attribué à une maladie, peut-être même un cancer. Les médecins auraient trouvé un dysfonctionnement des organes, mais jamais la cause. Le crime parfait. Sophia se couvrit le visage de ses mains. Elle n'arrivait pas à assimiler l'information. Qui pourrait vouloir sa mort? Et surtout, pourquoi? Nous devons effectuer un test, continua Richard. Déterminer ce qu'il y a exactement dans cette capsule et trouver qui l'a placée là. Il est trop tôt pour la police. Nous n'avons pas de preuve de crime, seulement un soupçon. D'abord l'analyse, ensuite nous déciderons de la marche à suivre. Sophia hocha la tête. Sa tête tournait. Avez-vous quelqu'un en qui vous avez confiance? Des amis, de la famille? Mon amie Lucie est infirmière. Bien. Nous pourrions avoir besoin de son aide. Et pour l'instant, pas un mot à votre mari. Je comprends que ce soit difficile, mais tant que nous ne savons pas qui est derrière tout ça, nous ne pouvons prendre aucun risque. En quittant l'atelier, Sophia eut l'impression que le monde autour d'elle s'était effondré et avait été reconstruit, mais d'une manière déformée et cauchemardesque. Le mari qu'elle aimait lui avait offert un pendentif empoisonné. La belle-mère qui la détestait. Serait-ce possible? Non. C'était trop. C'était impossible. Mais la capsule de poison était bien réelle, et quelqu'un l'avait mise là. Elle passa toute la soirée comme dans un état second. Elle prépara le dîner, parla à Alex de son travail, regarda la télévision, mais elle fit tout mécaniquement, comme un automate. Une seule pensée tournait dans sa tête. « Tu n'es pas tout à fait toi-même aujourd'hui » nota Alex avant qu'il ne s'endorme. « Je suis juste fatigué. »« Tu ne te sens toujours pas bien. » Un peu, avala-t-elle pour se débarrasser de la boule dans sa gorge. « Alex, où as-tu acheté mon pendentif ?» Il la regarda, surpris. « Dans une bijouterie sur Madison Avenue. »« Pourquoi ?»« Juste par curiosité. »« L'as-tu choisi toi-même ?»« Eh bien, oui. Enfin, maman m'a aidé à le choisir. Elle s'y connaît beaucoup en bijoux. » Sophia sentit comme si des doigts glacés lui serraient le cœur. « Ta mère ?» Oui. Je lui ai montré plusieurs options, et elle a dit que celle-ci était la plus belle. Pourquoi demandes-tu? Pour rien, je voulais juste savoir. Elle se tourna vers le mur pour que son mari ne voie pas son visage. Éléanore avait aidé à choisir le pendentif. Éléanore, qui dès le premier jour avait rêvé de se débarrasser d'elle. Mais soupçonner sa belle-mère de tentative de meurtre était de la folie, c'était le délire d'une femme paranoïaque. Et pourtant. Tu as gâché la vie de mon fils. Il ne te le pardonnera jamais. Les mots qu'elle avait prononcés au mariage lui revenaient avec une clarté terrifiante. À l'époque, Sophia les avait pris pour la simple malveillance d'une mère offensée. Mais s'il y avait quelque chose de plus derrière? Le lendemain, elle retrouva Lucie dans un café près du travail. Son amie écouta son histoire avec une horreur croissante. « Mon Dieu, Sophia, tu es sûre? Le bijoutier m'a montré la capsule.
Elle était à l'intérieur du pendentif, minuscule, avec une substance dedans, et il pense que c'est du poison. C'est un ancien expert en criminalistique. Il dit que les symptômes sont typiques d'un empoisonnement chronique. Lucie resta silencieuse, assimilant l'information. Et tu penses que c'était ta belle-mère? Je ne sais pas, mais Alex a dit qu'elle avait aidé à choisir le pendentif et qu'elle y avait accès. Elle vient souvent dans notre appartement quand je ne suis pas là. Elle a les clés. Mais c'est un meurtre. Tentative de meurtre, la corrigea Sophia. Tant que je suis encore en vie. Lucie lui saisit la main. Tu dois aller à la police. Richard dit que nous avons d'abord besoin de l'analyse, sinon ils ne nous croiront pas. Quelle analyse? Lucie fronça les sourcils. Et en as-tu parlé à Alex? Sophia secoua la tête. Je ne peux pas. Si c'est sa mère, il ne me croira pas. Il prendra son parti comme il le fait toujours. Tu es injuste. Peut-être que cette fois. Lucie, tu ne comprends pas. Je vis avec lui depuis 3 ans. Chaque fois qu'il s'agit de sa mère, il devient aveugle et sourd. Pour lui, c'est une sainte, et moi je suis une hystérique qui exagère. Son ami lui serra la main. Alors rassemblons des preuves. Des preuves irréfutables. Pour qu'il ne puisse pas le nier. Sophia hocha la tête. C'était la seule solution. Les jours suivants, sa vie se transforma en un étrange jeu d'espionnage. Sophia portait le pendentif pour qu'Alex ne remarque pas son absence, mais elle essayait de l'enlever à la moindre occasion. Au travail, le bijou restait dans le tiroir de son bureau. À la maison, sur l'étagère de la salle de bain, elle disait à Alex que la chaîne lui irritait le cou. Richard envoya la capsule pour analyse à une vieille connaissance, un toxicologue travaillant dans un laboratoire privé. Les résultats seraient prêts dans une semaine. Entre-temps, Sophia surveillait secrètement sa belle-mère. Cela s'avéra plus facile qu'elle ne le pensait. Eleanor était une utilisatrice active des réseaux sociaux et publiait régulièrement des photos de sa vie bien remplie, rencontres avec des amis, sorties au théâtre, événements caritatifs, l'image parfaite d'une retraitée épanouie. Mais parmi les photos, Sophia trouva quelque chose d'intéressant. Il y a 2 mois, juste avant son anniversaire, sa belle-mère avait publié des photos de cette même bijouterie sur Madison Avenue. J'aide mon fils pour un cadeau pour sa femme, disait la légende, avec Eleanor posant à côté d'une vitrine de bijoux. Elle était donc vraiment là. Elle avait vraiment touché le pendentif. Mais cela ne prouvait toujours rien. Sophia continua de creuser. Elle commença à remarquer des choses auxquelles elle n'avait pas prêté attention auparavant, la fréquence avec laquelle sa belle-mère venait à leur appartement sans raison apparente. Généralement quand Sophia était au travail, comment Alex racontait à sa mère tout ce qui se passait dans leur famille, comment Eleanor était toujours au courant de leurs projets, de leurs horaires, même du contenu de leur réfrigérateur. Elle contrôle notre vie, réalisa Sophia avec horreur. Elle l'a toujours fait. Dimanche, comme prévu, ils allèrent chez sa belle-mère. Sophia portait le pendentif. Elle n'avait pas le choix. Eleanor remarqua immédiatement le bijou. Oh, quel beau pendentif, dit-elle d'une voix mielleuse. Fils, est-ce toi qui lui as offert? Oui, maman, pour notre anniversaire. Comme c'est charmant. Laisse-moi le voir de plus près. La belle-mère tendit la main vers le pendentif et Sophia recula instinctivement. Qu'est-ce qui t'arrive? Eleanor fronça les sourcils. Je veux juste l'admirer. Je suis désolé. Je ne me sens pas très bien, c'est tout. Toujours avec tes mots. Il y avait une irritation à peine dissimulée dans la voix de la belle-mère. Alex, tu devrais vraiment l'emmener chez un bon psychiatre. Une femme normale ne tombe pas malade sans raison. Sophia serra les dents pour ne pas répondre impoliment. Le déjeuner se déroula dans une atmosphère tendue. Eleanor, comme d'habitude, ne manqua pas une occasion de lancer une pique à sa belle-fille. Des commentaires sur sa pâleur, sa maigreur, son incompétence en cuisine, tout cela coulait en un flux continu déguisé en préoccupation maternelle. Alex est si mince, se lamenta la belle-mère. Maman, je vais bien. Alex tenta d'intervenir. Bien sûr que tu dis ça pour ne pas la contrarier, mais je vois bien. Quand tu vivais avec moi, tu étais un garçon si fort et en bonne santé. Sophia mangea sa salade en silence, comptant les minutes jusqu'à ce qu'elle puisse partir.
Et puis elle remarqua quelque chose d'étrange. Sa belle-mère regardait son pendentif, pas seulement regarder, mais l'étudiait avec une concentration prédatrice, comme pour vérifier que le bijou était bien à sa place. Leurs yeux se rencontrèrent, et Eleanor détourna instantanément le regard, affichant un faux sourire. « Encore un peu de salade, ma chère ?» Sophia sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était le regard de quelqu'un qui a un secret. Un terrible secret. Sur le chemin du retour, elle resta silencieuse. Alex, habitué à sa morosité après les visites chez sa mère, ne posa pas de questions. Il alluma la radio et se concentra sur la route. Alex dit soudainement Sophia. « H.M. Si tu devais choisir entre ta mère et moi, qui choisirais-tu » Il lui jeta un regard surpris. « Quel genre de question est-ce là ?» Réponds juste. Alex resta silencieux. « Sophia, ce n'est pas juste. Vous êtes toutes les deux importantes pour moi. Tu n'as pas à me mettre dans cette position. Et si tu y étais obligé ?» À nouveau, le silence. « Alors j'espère ne jamais avoir à le faire. » Ce n'était pas une réponse. Et Sophia comprit que le moment venu, son mari ne prendrait pas son parti. Il essaierait encore de plaire aux deux. Il choisirait encore la neutralité, et elle se retrouverait seule. Les résultats de l'analyse arrivèrent 5 jours plus tard. Richard l'appela au travail. Sa voix était sombre. « Pouvez-vous passer ? Nous devons parler. » À l'atelier, le bijoutier l'attendait avec un épais dossier de documents. « Asseyez-vous, indiqua-t-il d'une chaise. Les nouvelles ne sont pas bonnes. » Sophia sentit ses jambes fléchir. « Qu'y a-t-il dedans ? » Du thallium. Du thallium ? Un métal lourd, l'un des plus toxiques pour l'homme. On l'utilisait autrefois pour empoisonner les rats, mais il a été interdit. Trop dangereux. En cas d'empoisonnement chronique, il provoque des nausées, de la faiblesse, la perte de cheveux et des dommages au système nerveux. À forte dose, il est mortel. Sophia agrippa le bord de la table. Mais comment ? Comment est-il arrivé dans le pendentif ? C'est la question principale. Richard ouvrit le dossier. La capsule a été fabriquée sur mesure. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un savait ce qu'il faisait. Les parois de la capsule sont faites d'un matériau spécial qui devient perméable à des températures supérieures à 30 degrés. Quand vous portez le pendentif, il se réchauffe au contact de votre corps, et le thallium est lentement libéré à travers la peau. Mais où une personne normale trouverait-elle du thallium ? Ce n'est pas facile à obtenir, mais c'est possible. On en vendait autrefois dans les raticides. Maintenant, bien sûr, c'est interdit, mais sur le marché noir aussi quelqu'un a gardé de vieux stocks. Sophia se souvint de la maison de sa belle-mère, un vieil appartement imposant avec un cellier rempli de bric-à-brac. Eleanor se vantait de ne jamais rien jeter. On ne sait jamais ce qui peut être utile. Je dois vérifier quelque chose, dit-elle. Quoi exactement ? Peut-être. Richard fronça les sourcils. C'est dangereux. Si elle est vraiment derrière tout ça et pour l'instant, ce n'est qu'une supposition et elle ne s'arrêtera pas. Je sais, mais j'ai besoin de preuves. Sophia hocha la tête. Elle savait déjà qui elle emmènerait avec elle. Lucie accueillit l'idée avec des sentiments partagés. S'introduire chez ta belle-mère ? Sophia, tu es folle. Ce n'est pas s'introduire. C'est une inspection légale. Alex me donnera les clés et ne demandera pas pourquoi. Je lui dirai que je veux une recette d'un vieux livre de cuisine. De toute façon, il est au travail toute la journée. Lucie secoua la tête. C'est une mauvaise idée. En as-tu une meilleure ? Son amie resta silencieuse. Il n'y avait pas de meilleure idée. Le plan était simple. Sophia demanderait à son mari les clés de l'appartement de sa mère sous le prétexte qu'Eleanor lui avait promis une recette d'un vieux livre de cuisine. Ensuite, pendant que sa belle-mère serait à sa réunion hebdomadaire du club des amateurs d'opéra, Lucie et elle entreraient dans l'appartement et inspecteraient le cellier. Cela ressemblait à un plan de mauvais film policier, mais Sophia ne trouvait rien de mieux. Alex lui donna les clés sans poser trop de questions. Il était trop occupé par son projet pour entrer dans les détails. Ne laisse juste pas de désordre. Maman n'aime pas ça, demanda-t-il. Sophia le promit. Jeudi soir,
quand Eleanor partit pour l'opéra, les deux amies se tinrent devant la porte de son appartement. « Prête » chuchota Lucie. Sophia hocha la tête et inséra la clé dans la serrure. L'appartement de sa belle-mère était exactement comme dans ses souvenirs, impeccablement propre, décoré avec raffinement, et froid. Chaque chose était à sa place, et chaque objet semblait dire « Ne me touche pas ». « Où est le cellier » demanda Lucie. « La porte est dans la cuisine. Il y a des escaliers qui descendent. » Elles marchèrent dans le couloir, essayant de ne faire aucun bruit, même si l'appartement était vide. Sophia trouva la porte du cellier en vieux bois avec une lourde serrure. Alex ne m'a donné que celle de la porte d'entrée. Lucie examina la serrure. C'est une vieille serrure, le genre qu'on peut ouvrir avec une épingle à cheveux. Tu peux le faire ? Son ami sourit. Enfant, j'avais accès à tous les cabanons des voisins. 5 minutes plus tard, la serrure se débloqua dans un clic. Sophia poussa la porte et une odeur d'humidité et de poussière les frappa. Les escaliers étaient raides et sombres. Sophia alluma la lampe de poche de son téléphone et commença à descendre. Lucie la suivit. Le cellier était grand, un véritable labyrinthe d'étagères remplies de boîtes, de bocaux et de vieux objets. Tout y était stocké, de la vaisselle de grand-mère aux machines à écrire anciennes. « Que cherchons-nous » chuchota Lucie. « Je ne sais pas exactement. Des produits chimiques, des poisons, quelque chose de suspect. » Elles se séparèrent pour fouiller le cellier plus rapidement. Sophia examina méthodiquement les étagères, ouvrant les bocaux et les boîtes. La plupart contenaient du bric-à-brac inoffensif, vieilles photos, documents, jouets d'enfance d'Alex. Et puis elle se figea. Sur l'étagère du bas, derrière des rangées de bocaux de confiture poussiéreux, se trouvait une boîte en fer blanc avec une inscription délavée. Sophia la prit, essuya le couvercle et lut « Raticide puissant ». Contenu, sulfate de thallium. Son cœur commença à battre si vite qu'elle eut peur qu'on puisse l'entendre. Les mains tremblantes, elle ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait un sac à moitié vide de poudre grise. Lucie, aplatait-elle dans un murmure étouffé. Lucie, j'ai trouvé. Son ami accourut et se figea, fixant la boîte. C'est ça. Du sulfate de thallium. La même substance qu'il y avait dans le pendentif. Lucie photographia la découverte avec son téléphone. Nous devons prendre ceci comme preuve. Sophia hocha la tête. Elle était sur le point de saisir la boîte quand elles entendirent le son d'une porte s'ouvrir à l'étage. Elles se figèrent. Des bruits de pas. Quelqu'un marchait dans l'appartement. Puis la voix d'Eleanor, « Alex, es-tu là ?» Sophia et Lucie se regardèrent avec horreur. La belle-mère était revenue plus tôt. Par ici, articula Sophia silencieusement en tirant son amie dans un coin sombre du cellier, derrière une vieille armoire. Elles se cachèrent, retenant leur respiration. Des pas se faisaient entendre au-dessus d'elles. Eleanor marchait dans la cuisine. Comme c'est étrange, fit sa voix. La porte du cellier est ouverte. Les pas s'approchèrent de l'escalier. Sophia ferma les yeux très fort. La serrure a dû encore se casser, marmonna la belle-mère. Je dois appeler un serrurier. Le bruit de la porte qui se referme, le clic de la serrure. Elles étaient prises au piège. Zut alors, murmura Lucie. Chut. Sophia posa un doigt sur ses lèvres. Le silence régnait à l'étage. Apparemment, Eleanor s'était rendue dans une autre partie de l'appartement, mais il était désormais impossible de sortir. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda Lucie, d'une voix à peine audible. « Attends. Tôt ou tard, elle ira se coucher. Et si elle ne le fait pas ?» Sophia ne répondit pas. Elle ne savait pas. Elles passèrent 3 heures dans le débarras, 3 heures dans l'obscurité, le froid et la peur d'être découvertes. Lucie consultait périodiquement son téléphone. Aucun réseau. Les murs épais bloquaient le signal. Finalement, vers minuit, elles entendirent des pas à l'étage. La belle-mère se rendit dans sa chambre. La lumière de la cuisine s'éteignit. Attendons encore 1 heure, décida Sophia. Laissons-la s'endormir profondément. L'heure s'étira éternellement, mais quand un silence complet envahit l'appartement, elles décidèrent d'agir. Lucie manipula de nouveau la serrure. De l'intérieur, elle s'ouvrit encore plus facilement.
La porte grinça doucement et elles se glissèrent dans la cuisine. L'appartement était sombre. Quelque part derrière une porte close, on entendait les ronflements réguliers de la belle-mère. Sur la pointe des pieds, comme des voleuses, elles atteignirent l'entrée. Sophia venait de poser la main sur la poignée de la porte d'entrée quand la lumière du couloir s'alluma. Dans l'embrasure de la porte de la chambre se tenait Eleanor en chemise de nuit de soie, un regard meurtrier sur le visage. « Eh bien, ma chère belle-fille, je savais que c'était vous. » Sophia se figea. Derrière elle, Lucie étouffa un cri. « Eleanor, silence !» La voix de la belle-mère était froide comme l'acier. « Je vois tout. La boîte de thallium dans votre sac à main. Vous avez décidé de me piéger. Entrez, placez les preuves, puis m'accuser d'empoisonnement. Quoi? Non, ne niez pas. Je savais que vous étiez rusé, mais pas à ce point. » Eleanor fit un pas en avant. « D'abord, vous avez ensorcelé mon fils. Maintenant, vous essayez de vous débarrasser de moi, mais vous ne réussirez pas. Vous m'entendez? Vous ne réussirez pas. » Elle sortit son téléphone. « J'appelle Alex et la police tout de suite. Voyons comment vous expliquerez pourquoi vous vous êtes introduite chez moi au milieu de la nuit. » « Attendez » s'écria Sophia. « Ce n'était pas moi. C'était vous. Vous avez mis le thallium dans mon pendentif. » La belle-mère laissa échapper un rire grinçant et désagréable. « Quelle absurdité! Êtes-vous devenue complètement folle? J'ai toujours dit à Alex que cette femme n'avait pas toute sa tête. Ce n'est pas une absurdité. Il y a une analyse. » Richard? Qui? Richard? Un vieil homme d'un atelier minable qui est prêt à signer n'importe quel papier pour de l'argent? Eleanor composait un numéro. Voyons ce que la police a à dire. Sophia, en plein désespoir, regarda Lucie. Elle était pâle, serrant son téléphone. Et alors, son ami fit un pas en avant. J'ai tout enregistré. La belle-mère se figea. Qu'est-ce que vous avez enregistré? Tout. Tout ce que vous venez de dire. Lucie brandit son téléphone. J'ai allumé l'enregistreur quand nous étions dans le débarras, juste au cas où. Et maintenant, j'ai vos paroles sur le thallium, sur la façon dont vous étiez au courant. Vous vous êtes incriminé vous-même. Eleanor pâlit. Empoisonner les gens est illégal, dit doucement Sophia. Pendant 2 mois, j'ai dépéri à cause de votre poison. Chaque matin, je me réveillais en enfer et vous étiez là, souriante. Je n'ai rien fait. Le thallium dans le débarras, le pendentif. Vous avez aidé à le choisir. Vous y aviez accès. Vous venez souvent à notre appartement quand je n'y suis pas. Ce sont des preuves circonstancielles. Ça ne prouve rien. Et l'analyse, la capsule avec vos empreintes digitales dessus, vous pensez que la police scientifique ne trouvera rien? La belle-mère se tut. Son visage, d'ordinaire hautain et assuré, montrait maintenant de la peur. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Demanda Sophia. Me tuer, ou vouliez-vous juste que je sois malade pour qu'Alex me quitte? Eleanor déglutit difficilement. Vous n'êtes pas digne de lui. Et pour ça, je mérite de mourir? Je ne voulais pas. Je pensais que vous seriez juste malade. Vous deviendriez faible, impuissante, et Alex verrait à quel point vous êtes vraiment pathétique et inutile et vous quitterait lui-même. Mais le thallium est mortel. Je ne savais pas, s'écria la belle-mère. Je pensais que ça vous ferait juste souffrir un peu. Sophia regarda cette femme, si redoutable et toute puissante il y a encore peu, et ne ressentit que du vide. Pas de haine, pas de peur, juste un immense épuisement. Lucie, appelle la police, dit-elle doucement. Eleanor se jeta sur elle. Non, attendez. Nous pouvons passer un accord. Je vous donnerai de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais n'appelez pas la police. C'est trop tard, répondit Sophia. Bien trop tard. La police arriva en 20 minutes. Ils emmenèrent Eleanor menottée, débraillée, criant quelque chose à propos d'injustice et de complot. Sophia se tenait sur le trottoir, enveloppée dans une veste qu'un des officiers lui avait donnée, regardant les gyrophares bleus et rouges des voitures de patrouille illuminer la rue nocturne. Lucie avait son bras autour de ses épaules. Comment ça va? Je ne sais pas, vide. C'est normal. C'est le choc.
Je dois appeler Alex. La police l'a déjà prévenu. Il est en route. Sofia ferma les yeux. Bientôt, son mari arriverait et elle devrait lui dire que sa mère était une empoisonneuse, que la femme qu'il avait idolâtrée toute sa vie avait tenté de tuer sa femme. Comment allait-il le prendre? Alex apparut une demi-heure plus tard, pâle, le regard égaré. Il sortit de la voiture et courut vers Sofia. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui arrive à maman? Ils m'ont appelé, ils ont dit. Alex. Sa voix était basse, fatiguée. Nous devons parler. Ils étaient assis dans la voiture, Sofia et Alex. La police avait fini d'interroger les témoins et était partie. Lucie était rentrée chez elle en taxi après avoir serré son amie dans ses bras, et ils étaient restés seuls. Dans le silence de la nuit, sous la lumière tamisée des réverbères, Sofia lui raconta tout depuis le début. Les nausées matinales qui n'avaient pas cessé pendant 2 mois. Le bijoutier dans le métro qui avait vu ce qu'elle n'avait pas remarqué. La capsule de thallium cachée dans le pendentif. L'analyse qui avait confirmé les pires soupçons. Alex écoutait en silence. Son visage était inexpressif comme un masque, et seules les phalanges blanches de ses doigts serrant le volant trahissaient sa tension intérieure. Quand elle eut fini, un long silence lourd et insupportable s'installa. « Tu ne me crois pas, n'est-ce pas ?» dit doucement Sofia. Ce n'était pas une question. La voix d'Alex trembla. « Je ne sais pas quoi penser. C'est ma mère. Elle n'aurait pas pu. Il y a une analyse. Il y a le thallium trouvé dans son débarras. Il y a un enregistrement où elle l'admet. Elle était sous le choc. Tu l'as prise au dépourvu au milieu de la nuit. Les gens disent des choses folles quand ils ont peur. » Sofia ferma les yeux. On y était. Ce qu'elle avait tant redouté. Il choisissait encore sa mère. Elle l'a dit elle-même. Elle voulait que je sois malade pour que tu me voies faible et pathétique afin que tu me quittes. Alex frappa le volant du poing. C'est insensé. Ma mère n'est pas une meurtrière. Et qui a mis le thallium dans le pendentif? Est-ce que je me suis empoisonné moi-même? Il se tourna vers elle et dans ses yeux, elle vit quelque chose de terrible, le doute. Il envisageait réellement cette possibilité. Alex. Sa voix devint glaciale. Penses-tu vraiment que je sois capable d'une chose pareille? Non, je ne sais pas. Je ne comprends rien. Il sortit de la voiture et commença à faire les 100 pas sur le trottoir, se tenant la tête. Sofia sortit après lui. Alex, écoute. Non. Il se tourna brusquement. Je ne peux pas parler de ça maintenant. J'ai besoin de réfléchir. Je dois voir maman. Elle est au commissariat. Ils ne la libéreront pas avant le procès. Je trouverai un moyen. Il remonta dans la voiture et démarra, laissant Sofia seule dans la rue déserte. Elle regarda les feux arrière disparaître et sentit quelque chose se briser en elle. Lentement et douloureusement, elle prit un taxi pour rentrer chez elle. L'appartement l'accueillit dans le silence et l'obscurité. Sofia alluma la lumière dans l'entrée et se figea devant le miroir. Une femme épuisée au regard terne lui rendait son regard. Elle ne portait plus le pendentif, il l'avait pris comme preuve. Étrangement, sans lui, elle se sentait plus libre, plus légère ou peut-être était-ce juste l'épuisement nerveux qui avait engourdi tous ses sens. Elle se coucha sans se déshabiller et tomba dans un sommeil lourd et agité. Le matin apporta un mal de tête et un message de Lucie, « Comment ça va? Appelle-moi quand tu te réveilles. » Sofia appela son amie. « Et, je suis toujours en vie. » Alex est passé? Il est parti. Il a dit qu'il avait besoin de réfléchir et de parler à sa mère. Lucie jura. Il ne te croit toujours pas. Il est tiraillé. C'est sa mère, Lucie. Et tu es sa femme, la victime. Il devrait être de ton côté. Sofia soupira de lassitude. Il devrait l'être, mais il ne le sera pas. Du moins pas tout de suite. Et qu'est-ce que tu vas faire? Attendre. Je n'ai pas d'autre choix. La journée passa dans un étrange brouillard. Sofia n'alla pas travailler, elle se fit porter pâle, ce qui n'était pas loin de la vérité. Elle resta à la maison à boire du thé, regardant par la fenêtre. Le téléphone ne sonna pas. Alex n'appela pas. Dans l'après-midi, le détective se présenta à un homme d'âge mûr,
fatigué, au regard perçant. Il posa des questions, prit une déposition et lui demanda de clarifier certains détails. Sofia lui raconta tout, des premiers symptômes à l'intrusion nocturne dans l'appartement de sa belle-mère. Eleanor nie son implication, l'informa le détective. Elle dit que le thallium appartenait aux anciens locataires et qu'elle n'a pas touché au pendentif après son achat. Mais l'enregistrement. L'enregistrement? Il est ambigu. Son avocat prétend que les paroles ont été sorties de leur contexte, prononcées dans un état de stress. Sofia sentit le sol se dérober sous elle. Alors, et maintenant? Et si ça ne correspond pas? Le détective se tut. Alors ce sera plus compliqué. Mais nous trouverons la vérité. Ne vous inquiétez pas. Après son départ, Sofia resta assise dans le noir pendant un long moment. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête. Et si l'analyse ne prouvait rien? Et si sa belle-mère s'en sortait? Et si Alex ne la croyait jamais? Le téléphone sonna. Le nom de son mari apparut sur l'écran. Allô, Sofia. La voix d'Alex était sourde, brisée. J'ai vu maman au centre de détention. Elle dit que c'est un malentendu. Que tu l'as piégée. Sofia ferma les yeux. Bien sûr. À quoi d'autre pouvait-elle s'attendre? Et tu la crois? Pendant 3 ans, j'ai enduré les humiliations de ta mère, ses piques, son mépris. Je n'ai jamais répondu de la même manière. Je n'ai jamais essayé de te monter contre elle. Et tu penses que je suis capable d'un acte aussi vil? Non, je ne pense pas. C'est juste que... C'est juste quoi? C'est ma mère, Sofia. Je ne peux pas simplement accepter qu'elle ait voulu te tuer. Alors crois les faits, l'analyse, la science. Si elle est innocente, cela sera prouvé. Mais pour l'instant, toutes les preuves l'accablent. Alex resta silencieux. Sofia entendait sa respiration lourde à l'autre bout du fil. J'ai besoin de temps, finit-il par dire. Combien de temps? Je ne sais pas. Je vais rester chez un ami pendant un certain temps. J'ai besoin d'être seul pour réfléchir à tout ça. Le cœur de Sofia sombra. Tu t'en vas? Je ne m'en vais pas. Je prends juste du recul. À un moment pareil? Quand je viens de découvrir que j'ai été empoisonné pendant 2 mois. Quand j'ai le plus besoin de ton soutien. Sofia, s'il te plaît, ne me pousse pas. Je ne peux pas pour l'instant. Ne peux pas quoi? Soutenir ta femme. La protéger? La croire? Sa voix tremblait de douleur et de colère. Pendant 3 ans, elle avait enduré. Pendant 3 ans, elle s'était tue quand elle aurait dû hurler. Et maintenant, alors que la vérité avait enfin éclaté, il choisissait encore la neutralité. Je t'appellerai, dit Alex avant de raccrocher. Sofia jeta le téléphone sur le canapé et fondit en larmes. Pour la première fois de ces journées folles, les larmes coulaient sur ses joues, son corps secoué de sanglots, et elle n'essaya pas de les retenir. Elle était seule, complètement seule. Les jours suivants se fondirent dans un flou gris et informe. Sofia allait travailler, accomplissait mécaniquement ses tâches et rentrait dans un appartement vide. Alex appelait une fois tous les 2 ou 3 jours des conversations brèves et formelles sur rien. Il demandait comment elle se sentait. Elle répondait, normal. Ou deux savaient que c'était un mensonge. Lucie passait tous les soirs avec de la nourriture, des films et des tentatives pour lui remonter le moral. Sofia était reconnaissante, mais même la présence de son ami ne pouvait combler le vide qu'elle ressentait. Richard ne la laissait pas seule non plus. Il appelait, s'enquérait de l'avancement de l'enquête et donnait des conseils. Il s'avéra qu'il avait toujours des contacts dans les forces de l'ordre et pouvait obtenir des informations de première main. L'analyse est presque prête, l'informa-t-il un jour. Les résultats arriveront bientôt. Et que disent-ils? Je ne sais pas encore avec certitude, mais ma source dit que tout va dans ton sens. Cela aurait dû la rendre heureuse, mais Sofia ne ressentait que de la fatigue. Même s'il condamnait sa belle-mère, qu'est-ce que cela changerait? Alex ne lui pardonnerait toujours pas d'avoir trahi sa mère. Une semaine passa, puis 2. Sofia commença à s'habituer à la solitude, aux soirées calmes, à la moitié vide du lit, à l'absence d'une voix masculine dans l'appartement. C'était douloureux, mais la douleur devint une souffrance de fond familière. Et puis le détective appela.
Sophia, nous avons les résultats de l'analyse. Pouvez-vous passer? Une surprise l'attendait dans le bureau du détective. Alex était déjà là. Il avait l'air hagard, avec des cernes sous les yeux, et quand il vit sa femme, il détourna le regard. Asseyez-vous, je vous en prie, le détective indiqua une chaise. J'ai décidé de vous inviter tous les deux car cette affaire concerne votre famille. Sophia s'assit, essayant de ne pas regarder son mari. Alors, les résultats de l'analyse. Le détective ouvrit un dossier. Le thallium de la capsule du pendentif et le thallium du bocal dans le débarras d'Eleanor sont identiques. De plus, sur la surface intérieure de la capsule, nous avons trouvé des empreintes digitales partielles qui correspondent à la suspecte. Sophia sentit un poids énorme s'enlever de ses épaules. Voilà la preuve. De plus, continua le détective, nous avons trouvé un historique de recherche sur l'ordinateur d'Eleanor. Un mois avant votre anniversaire de mariage, elle a recherché des informations sur le thallium, ses propriétés, ses modes d'utilisation et les symptômes d'empoisonnement. Alex pâlit. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi? La voix d'Alex trembla. Pourquoi ferait-elle ça? Elle peut répondre elle-même. Pendant l'interrogatoire, sous la pression des preuves, Eleanor a avoué. Sophia se figea. Elle a avoué? Oui, complètement. Le détective sortit une transcription du dossier. Voici des extraits de sa déclaration. Je cite, « Je voulais que cette femme sorte de la vie de mon fils. Elle n'est pas digne de lui. Je pensais que si elle tombait malade, il verrait à quel point elle était faible et la quitterait. Je ne voulais pas la tuer, juste la rendre impuissante. Je ne savais pas que le thallium était si dangereux. » Le silence tomba dans le bureau. Sophia regarda son mari. Son visage était gris. Ses lèvres tremblaient. C'est vrai, murmura-t-il. C'est vraiment vrai. Oui, acquiesça le détective. Votre mère a commis une tentative de meurtre. L'affaire va passer au tribunal. Alex se couvrit le visage de ses mains. Ses épaules commencèrent à trembler. Il pleurait. Sophia le regardait et ne savait pas quoi ressentir, soulagement, pitié ou colère. Je dois la voir, dit Alex d'une voix rauque. Lui parler. C'est possible. J'organiserai une rencontre. Ils quittèrent le bureau en silence. Dans la rue, Alex s'arrêta, sans regarder sa femme. Sophia, je. Pas maintenant, sa voix était plate, incolore. J'ai besoin de m'excuser auprès de toi plus tard. D'abord, parle à ta mère. Entends tout de sa bouche, et ensuite nous parlerons. Elle se tourna et s'éloigna, sentant son regard sur son dos. À l'intérieur, elle était vide. Aucune joie de la victoire, aucun soulagement de la justice, juste de l'épuisement. Ce soir-là, Lucie appela. J'ai entendu. Le détective a confirmé. C'était elle. Oui. Sophia, tu devrais être heureuse. Justice a été rendue. Je suppose. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air si abattue. Sophia soupira. Lucie, ma belle-mère a voulu me tuer. Mon mari a mis des semaines à décider qui croire. Même maintenant avec tout ce qui est prouvé, je ne suis pas sûr qu'il me pardonnera d'avoir détruit sa famille. Qui a-t-il à célébrer? Lucie resta silencieuse. Est-ce que tu penses que ton mariage? Je ne sais pas honnêtement, je ne sais pas. Et est-ce que tu veux sauver ce mariage? La question resta suspendue dans l'air. Sophia y réfléchit. Elle le voulait. 3 ans d'amour, 3 ans de vie commune. Alex n'était pas un mauvais mari faible, indécis, trop dépendant de sa mère, mais pas mauvais. Il l'aimait à sa manière, comme il savait le faire. Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Je le voulais avant. Maintenant, trop de choses se sont passées. Peut-être avez-vous besoin de vraiment parler, tous les deux, sans émotion. Peut-être quand il sera prêt. Alex était prêt. Le lendemain, il vint dans l'après-midi avec des fleurs et un regard coupable. Sophia ouvrit la porte et le laissa entrer sans un mot. J'ai vu maman, dit-il, assis sur le canapé. Nous avons parlé pendant 2 heures et elle l'a vraiment fait. Elle m'a tout avoué sans excuse, sans essayer de blâmer qui que ce soit. Sophia s'assit dans le fauteuil en face de lui.
Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Alex prit une profonde inspiration. Qu'elle te détestait depuis le premier jour. Qu'elle te considérait indigne de moi. Que je suis son fils unique et qu'elle ne supportait pas qu'une autre femme me lui vole. Et c'est pour ça qu'elle a décidé de t'empoisonner. Elle dit qu'elle ne voulait pas te tuer, juste te rendre malade. Alex, le thallium est mortel. Si j'avais porté ce pendentif encore quelques mois. Je sais. Sa voix se brisa. Je sais. Et moi, Dieu, Sophia, je suis un tel idiot. Je ne t'ai pas cru. Je l'ai défendu alors que j'aurais dû te défendre, toi. Il se couvrit le visage de ses mains. J'ai failli te perdre à cause de mon propre aveuglement. Sophia le regardait brisé, vaincu. Une partie d'elle voulait aller vers lui, le serrer dans ses bras, le réconforter. Une autre partie, celle qui avait souffert pendant des semaines, exigeait justice. Tu as pris son parti, dit-elle doucement. Quand j'avais le plus besoin de ton soutien, tu es parti. Je sais, et je le regretterai pour le restant de mes jours. Ça ne suffit pas. Alex leva les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Alex se leva et s'approcha d'elle. Il s'agenouilla devant le fauteuil. Sophia, écoute-moi. Je sais que j'ai merdé. Je sais que j'aurais dû te croire dès le début, mais j'étais sous le choc. Apprendre que sa mère est une criminelle. C'est comme si le monde s'effondrait sous ses pieds. Et comment penses-tu que je me suis senti? Apprendre que ma belle-mère voulait me tuer et que mon mari la croyait plus que moi. Il baissa la tête. Tu as raison. Je n'ai aucun droit de demander pardon. Si, tu l'as. Mais le pardon n'est pas un bouton sur lequel on peut appuyer. C'est un processus long et douloureux. Alex la regarda dans les yeux. Je ne sais pas, Alex. Je n'en sais rien. Pour l'instant, je suis blessé. Je ressens de la douleur et de la rancœur. Je ne peux pas faire semblant que tout va bien. Je ne te demande pas de faire semblant. Je te demande de me donner une chance de prouver que je peux changer. Sophia resta silencieuse pendant un long moment. 3 ans d'amour, 3 ans d'espoir. Était-ce pour rien? D'accord, finit-elle par dire. Une chance. Mais si jamais tu recommences, il n'y aura pas de prochaine fois. Je le jure. Il lui prit la main et la baisa. Sophia ne se retira pas, mais elle ne répondit pas non plus au geste. Elle avait trop de doutes. Tu devrais y aller, dit-elle. J'ai besoin d'être seule. Alex acquiesça, se leva et attrapa sa veste. Appelle-moi. Quand la porte se referma derrière lui, Sophia resta assise dans le noir pendant un long moment. Son cœur était déchiré entre l'amour et la rancœur, l'espoir et la peur. Elle ne savait pas ce qui se passerait, mais une chose était claire, pardonner ne serait pas facile. Le procès contre Eleanor eut lieu 3 mois plus tard. Sophia était assise dans la salle d'audience, les mains jointes sur ses genoux. À côté d'elle se tenait Lucie, son amie fidèle, qui ne l'avait pas quittée d'une semelle. Alex était assis à l'autre bout de la salle, seul. Depuis cette nuit-là, leur relation était étrange, pas froide, mais pas proche non plus. Ils passaient, ils parlaient, dînaient parfois ensemble, mais il dormait toujours chez son ami. Jusqu'à ce que tu sois prête, lui avait-il dit. J'attendrai. Et il attendait patiemment, sans reproche. Il lui envoyait des messages tous les jours sans rien exiger, juste un bonjour et un bonsoir. Il lui apportait des courses quand elle oubliait d'aller au magasin. Il la conduisait au travail quand elle était en retard. De petites choses. Mais de ces petites choses, quelque chose de nouveau émergeait. Ils amenèrent Eleanor dans la salle d'audience menottée. Elle avait beaucoup vieilli pendant ces mois. Elle avait maigri. Elle était voûtée. Ses cheveux étaient devenus complètement blancs, mais son regard était toujours le même froid et méprisant. Quand elle vit Sophia, une lueur de haine traversa son visage. La séance dura plusieurs heures. Le procureur lut les preuves. L'avocat essaya d'atténuer l'accusation. Eleanor restait droite avec un visage de pierre. Quand on lui donna la parole pour la dernière fois, elle se leva et balaya la salle du regard. Je ne regrette rien, dit-elle. Cette femme a détruit ma famille. Elle m'a pris mon fils. Je défendais mon enfant comme n'importe quelle mère le ferait. Sophia sentit son cœur sombrer.
Même maintenant, à la barre des accusés, la belle-mère n'admettait pas sa culpabilité. Madame Eleanor, le juge fronça les sourcils. Vous êtes accusé de tentative de meurtre. Votre victime, votre propre belle-fille, vous considérez cela comme une défense? Un murmure parcourut la salle d'audience. Le juge frappa de son marteau. Silence. La sentence fut sévère, 8 ans de prison. Ils emmenèrent Eleanor, et elle ne se tourna même pas pour regarder son fils. Alex restait immobile, fixant droit devant lui. Sophia voyait un muscle tressaillir dans sa mâchoire. Après la séance, ils se retrouvèrent dans le couloir. Alex. Ne dis rien. Sa voix était rauque. Ça va. Non, ça ne va pas. Il la regarda. Ses yeux étaient rouges, son visage gris. Ils lui ont donné 8 ans. 8 ans pour ma mère. Elle a essayé de me tuer. Je sais. Je sais, Sophia. Mais c'est quand même ma mère. Sophia se tut. Et puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis 3 mois, elle s'approcha de lui et le serra dans ses bras. Elle le serra simplement, sans un mot. Alex tressaillit, puis il la tint fermement, désespérément. Pardonne-moi, murmura-t-il. Pour tout. Pour tout ça. Je sais, répondit-elle doucement. Ils restèrent ainsi pendant un long moment au milieu du couloir froid du palais de justice, et Sophia sentit quelque chose bouger en elle. La rancœur n'avait pas disparu, il faudrait beaucoup de temps pour qu'elle s'en aille. Mais à côté d'elle, autre chose était apparue, quelque chose comme de l'espoir. Ce soir-là, Alex ne vint pas pour une visite, mais pour rester. Si tu veux bien de moi, dit-il, debout sur le pas de la porte avec un sac de sport. Sophia s'écarta pour le laisser entrer. Je ne peux pas promettre que tout sera comme avant. Je ne demande pas ça. Je demande une chance de construire quelque chose de nouveau, de mieux que ce que nous avions. Elle acquiesça. Alors, entre. Les premières semaines furent difficiles. Ils réapprenaient à vivre ensemble sans l'ombre d'Eleanor planant sur eux, sans ses appels et ses visites, sans qu'il ait besoin d'être tiraillé entre 2 femmes. Alex avait changé. C'était perceptible dans les petites choses, dans la façon dont il écoutait Sophia sans l'interrompre, dans la façon dont il demandait son avis, dans la façon dont il la défendait lors des conversations avec les amis et la famille. Ta femme a mis ta mère en prison, lui dit un oncle lors d'un dîner de famille. Ma femme a démasqué une criminelle qui a essayé de la tuer, répondit Alex calmement. Si jamais tu redis quelque chose comme ça, nous partons. Sophia le regardait et ne le reconnaissait pas. Ce n'était pas l'Alex qui, pendant 3 ans, s'était caché derrière sa mère. C'était un homme qui avait enfin appris à choisir. Tu m'as surprise, lui dit-elle ce soir-là. Avec quoi? Avec la façon dont tu as répondu à ton oncle. Alex haussa les épaules. J'aurais dû répondre comme ça dès le début. Te défendre, ne pas chercher de compromis. Pourquoi ne l'as-tu pas fait avant? Il devint pensif. Maman a toujours été la personne la plus importante dans ma vie. Mon père est mort jeune et elle m'a élevé seule. Je me suis habitué à tout faire pour elle, son fils, son ami, son soutien. Et quand tu es apparu, elle s'est sentie menacée. Et je ne me suis pas rendu compte de la façon dont elle a commencé à me manipuler, à me monter contre toi. Est-ce que tu l'aimes encore? Oui. Il ne le nia pas. C'est ma mère. Je ne peux pas changer ça. Mais l'aimer ne signifie pas la justifier. Elle a commis un crime et elle le paie. C'est juste. Sophia acquiesça. Elle comprenait. C'était difficile, douloureux, mais elle comprenait. Nous surmonterons cela, dit-elle. Ensemble. Ce mot ensemble devint leur mantra au cours des mois suivants. Ensemble, ils suivirent une thérapie de couple, déblayant les décombres des vieilles blessures. Ensemble, ils planifièrent un avenir libéré de l'ombre de la belle-mère. Ensemble, ils apprirent à se faire de nouveau confiance. Richard leur rendait visite parfois. Il apportait de vieux livres sur la joaillerie et racontait des histoires de son temps en tant qu'expert. Lui et Sophia devinrent amis et une amitié étrange entre une jeune femme et un criminaliste à la retraite, mais une amitié sincère. « Comment m'as-tu trouvé à l'époque » lui demanda-t-elle un jour. « Dans le métro ?» Richard sourit. « Je ne te cherchais pas. C'était une coïncidence.
j'allais au travail. Je t'ai vu pâle, épuisé et le pendentif à ton cou. Tu sais, quand on travaille sur les empoisonnements pendant tant d'années, on commence à remarquer des choses que les autres ne voient pas. La couleur de ton visage, ta faiblesse. Tout indiquait une intoxication chronique. Et puis j'ai regardé le pendentif et j'ai remarqué cette ligne. Peut-être. Mais tu ne le es pas. Tu es vivante, en bonne santé, et tout ira bien. Et tout commença effectivement à bien aller lentement, progressivement, mais ça s'améliorait. La santé de Sophia revint. Sans le poison dans son corps, les nausées disparurent complètement. Son appétit revint. Elle reprit du poids. 6 mois après le procès, elle ressemblait à une personne différente, les joues roses, énergiques, avec une étincelle dans les yeux. Sa relation avec Alex s'améliorait aussi. Ils apprirent à se parler honnêtement, ouvertement, sans peur de se blesser mutuellement. Ils apprirent à se disputer de manière constructive et à se réconcilier sans rancune. « Es-tu heureuse ?» lui demanda-t-il un soir alors qu'ils étaient assis sur le balcon à regarder le coucher du soleil. Sophia réfléchit un instant. Oui. Pas comme avant, d'une manière légère et insouciante, mais d'une manière réelle, plus profonde. Moi aussi. Il lui prit la main et entrelaça leurs doigts. Et comment vois-tu les choses maintenant ? Je comprends que l'amour est un choix chaque jour, chaque minute. Et je te choisis. Sophia posa sa tête sur son épaule. Et à ce moment-là, elle réalisa que oui, ils avaient réussi. Pas immédiatement, pas facilement, mais ils y étaient arrivés. Une année passa, une année qui changea tout. Leur relation, leur vision de la vie, leur compréhension mutuelle. Sophia se surprenait parfois à penser qu'elle était reconnaissante pour cette période terrible. Pas pour la douleur ou la peur, mais parce qu'elle avait percé l'abcès qui empoisonnait leur mariage depuis le début. Eleanor était en prison. Alex allait la voir une fois tous les 2 mois. Sophia n'a pas protesté. Elle comprenait que quoi que sa belle-mère ait fait, elle restait sa mère. Couper ce lien complètement reviendrait à forcer son mari à choisir, et elle ne voulait pas répéter les erreurs d'Eleanor. « Comment va-t-elle » demandait Sophia après chaque visite. « Elle a beaucoup vieilli. » « Et que dit-elle » Alex secouait la tête. « Toujours la même chose. Que je l'ai trahi. Que je t'ai choisi. Qu'elle ne me pardonnera jamais. Est-ce que ça fait mal d'entendre ça ? Avant, oui. Maintenant, j'ai juste de la peine pour elle. Elle ne comprend toujours pas ce qu'elle a fait. Elle se voit toujours comme la victime. » Sophia serrait son mari dans ses bras et il enfouissait son visage dans ses cheveux. Ces moments d'intimité étaient spéciaux pour eux, pas passionnés, mais profonds. 2 personnes qui avaient traversé l'enfer et s'étaient retrouvées. Le travail à la pharmacie continuait. Ses collègues, qui avaient appris son histoire par les informations, l'affaire d'Eleanor avait bénéficié d'une large couverture médiatique, la regardaient avec un nouveau respect. Sophia n'aimait pas ses regards, mais elle les endurait. « Vous êtes une véritable héroïne », lui dit un jour un jeune stagiaire. « Je ne suis pas une héroïne. Je suis juste une survivante. Mais vous avez découvert le crime vous-même, sans la police. Pas seul. Des amis, des connaissances occasionnelles m'ont aidé. Je n'aurais pas pu le faire seul. C'était la vérité. Lucie, Richard, même le détective, ils avaient tous joué leur rôle. Sophia avait appris sa leçon, demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Richard devint une sorte de grand-père pour elle, celui qu'elle n'avait jamais eu. Il venait lui rendre visite le dimanche. Il apportait de vieux livres et des pâtisseries de sa boulangerie préférée. Il buvait du thé dans la cuisine et il racontait des histoires de sa pratique, parfois terribles, parfois drôles, toujours instructives. « Sais-tu ce qui me surprend le plus chez les gens » dit-il un jour. « Quoi ?» Leur capacité à s'auto-illusionner. Eleanor croyait sincèrement qu'elle protégeait son fils. Elle ne se voyait pas comme une criminelle. Dans sa vision du monde, elle était une mère aimante luttant pour le bonheur de son enfant. Et c'est la partie la plus effrayante. Pourquoi ? Parce qu'il est impossible de convaincre une telle personne. Ils vivent dans leur propre réalité où ils sont le héros et tous les autres sont les méchants. Aucune preuve, aucun argument ne peut abattre ce mur. Sophia devint pensive. Elle se souvenait du visage de sa belle-mère au procès, froid, méprisant. « Je ne le regrette pas. Pas l'ombre d'un doute,
même sous la menace de la prison. Comment peut-on vivre avec des gens comme ça, demanda-t-elle. On ne peut pas. Il faut rester à l'écart. Tu as bien fait de briser ce cercle vicieux. Mais Alex continue d'aller la voir. C'est son choix et son droit. L'important est qu'il ait appris à la voir telle qu'elle est, sans illusion. Le printemps de cette année-là arriva tôt et fut chaud. Sofia aimait cette période de l'année où la ville se réveillait de son sommeil hivernal, où l'air sentait la neige fondue et les premières fleurs. Elle et Alex se promenaient souvent le soir en se tenant la main comme au début de leur relation. « Te souviens-tu de notre rencontre » demanda-t-il un jour. « Bien sûr. Tu as renversé du café sur moi dans une librairie et tu as passé 2 heures à t'excuser jusqu'à ce que j'accepte de te donner mon numéro. Tu étais si drôle, tout rouge et bégayant. Je n'arrivais tout simplement pas à croire qu'une fille aussi belle veuille me parler. » Sofia sourit. Elle se souvenait de ce jour en détail, l'odeur de l'encre fraîche, son sourire déconcerté, la tache de café sur son chemisier préféré. Je me suis dit alors, quel garçon maladroit et mignon. Et moi j'ai pensé, c'est elle. La femme de ma vie. Vraiment? Vraiment. Dès le premier instant, j'ai su que je voulais être avec toi. Ils s'arrêtèrent près d'une fontaine dans le parc. Les jets d'eau scintillaient sous les rayons du soleil couchant. Alex, je veux te dire quelque chose. Il se tourna vers elle et une ombre d'inquiétude traversa ses yeux. Quelque chose ne va pas? Non. Enfin, si, mais quelque chose de bien. Sofia prit sa main et la posa sur son ventre. Je suis enceinte. Un moment de silence. Puis son visage s'illumina d'une telle joie que les yeux de Sofia s'emplirent de larmes. Vraiment? Sérieusement? Tout à fait sérieux. 8 semaines. Alex la souleva dans ses bras et la fit tournoyer jusqu'à ce qu'elle pousse un petit cri. Attention. Je ne peux plus tournoyer maintenant. Désolé, désolé. Il la reposa doucement mais ne la lâcha pas. Oh mon Dieu. Nous allons être parents. Toi et moi allons avoir un bébé. Oui. C'est la meilleure nouvelle de ma vie. Il embrassa ses joues, son front, son nez, ses lèvres. Des passants se retournaient, souriant au couple heureux. Sofia riait à travers ses larmes, des larmes de bonheur qu'elle avait attendues si longtemps. La grossesse fut facile, comme en compensation de ces mois de tourments. Pas de nausées, pas de faiblesse, pas de terribles crises matinales. Sofia s'épanouissait. Sa peau rayonnait. Ses yeux brillaient. Même ses cheveux semblaient plus épais et plus lustrés. « Tu es magnifique », lui disait Alex chaque matin. « Je suis grosse. Tu es superbe. Et tu portes notre enfant. Cela te rend encore plus belle. » Il était incroyablement attentionné, parfois même trop. Il ne la laissait rien porter de plus lourd qu'une tasse. Il préparait le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Il surveillait ses vitamines et son cycle de sommeil. « Je suis enceinte, pas malade », riait Sofia. « Je sais, mais je veux prendre soin de toi. Je veux rattraper tout le temps où j'ai été un idiot. Tu as déjà rattrapé cela au centuple. Eh bien, une fois de plus ne fera pas de mal. » Lucie passait chaque semaine, apportant des fruits, des magazines pour bébé et d'interminables conseils sur la grossesse. Tu dois marcher au moins 1 heure par jour. Je marche. Et manger correctement. Je mange correctement. Et pas de stress. Lucie, tu es pire qu'une belle-mère. Son amie se figea, réalisant le double sens de la phrase. Puis elles éclatèrent toutes les deux de rire. Eh bien, au moins je ne t'empoisonne pas, dit Lucie à travers ses rires. C'est vrai. Tu m'étouffes juste avec tes soins. C'est mon travail. Je suis la marraine. Nous n'avons pas encore décidé des parrains et marraines. J'ai déjà décidé pour vous. Aucune objection ne sera acceptée. Sofia serra son amie dans ses bras. Qu'aurait-elle fait sans Lucie? Sans son soutien, son entêtement, sa loyauté sans faille. Merci. Pourquoi? Pour tout. Pour avoir été là quand j'étais au plus bas. Pour m'avoir cru quand même mon mari doutait. Pour cette nuit dans le débarras. Lucie balaya cela d'un revers de main. Bêtise. C'est nous, toi et moi, contre le monde entier. Tu te souviens à l'université? Je m'en souviens.
Elles tombèrent dans le silence, se remémorant leurs années d'études, les dortoirs, les examens, les discussions nocturnes sur l'avenir. Tout semblait si simple alors, trouver un travail, trouver l'amour, être heureux. La réalité s'était avérée plus compliquée, mais aussi plus intéressante. Richard, en apprenant la grossesse, fut ému aux larmes. Une nouvelle vie, dit-il en s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Après ce que tu as traversé, une nouvelle vie est un miracle. Vous exagérez. Pas du tout. Sais-tu combien de cas j'ai traités dans ma carrière? Des centaines. Et dans la plupart d'entre eux, la fin était tragique. La mort, la prison, des familles brisées. Mais ici, une fin heureuse. C'est une rareté, crois-moi. Grâce à vous. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai juste remarqué que quelque chose n'allait pas. Tout le reste est de ton fait. Sophia secoua la tête. Si vous ne m'aviez pas abordé dans le métro, je serais morte. C'est un fait. Richard garda le silence. Tu sais, à ce moment-là, j'ai hésité. Je me suis dit, et si je me trompe? Et si cette femme me regarde comme si j'étais un fou? Mais quelque chose m'a poussé. Peut-être l'intuition, peut-être l'expérience, ou peut-être le destin. Je crois au destin, dit Sophia. Après tout ce qui s'est passé, j'y crois. Les mois passèrent. Le ventre s'arrondit, le bébé donnait des coups, et chaque coup remplissait Sophia d'un bonheur indescriptible. Elle parlait à son petit, chantait des chansons et lisait des livres à haute voix. Tu le gâtes, riait Alex. Il ou elle? Quoi? L'échographie l'a confirmé. C'est une fille. Alex se figea. Une fille? Nous allons avoir une fille? Oui. Il s'agenouilla devant elle et posa sa joue sur son ventre. Sophia lui caressa les cheveux, le cœur débordant de tendresse. Cet homme, son mari, le père de sa fille, était passé par le feu pour devenir celui qu'il était maintenant. Pas parfait, mais vrai. Ils mirent longtemps à choisir un prénom. Ils passèrent en revue des centaines d'options, du classique à l'exotique. Anna, suggéra Alex. No, trop commun. Isabella? Trop long. Et alors, pensa Sophia. Et si nous l'appelions d'après quelqu'un de proche? Comme qui? Ta grand-mère, par exemple. Comment s'appelait-elle? Alex fronça les sourcils. Ma grand-mère paternelle était Carmen. Ma grand-mère maternelle, Dolores. Dolores? Non. Et Carmen? Claire est jolie. Claire Sanchez. Alex le testa. Ça sonne bien. C'est décidé. Notre fille s'appellera Claire. Ils se serrèrent la main comme pour sceller un accord important, puis rirent d'eux-mêmes de leur solennité, de tout. Le travail commença la nuit. Comme prévu, Sophia se réveilla avec une douleur sourde dans le bas de l'abdomen et sut que c'était le moment. Alex, réveille-toi. Quoi? Ça a commencé. Il sursauta comme s'il avait été piqué et commença à s'agiter dans la pièce, cherchant ses vêtements, les clés, le sac d'hôpital. Calme-toi, dit Sophia, bien qu'elle fût nerveuse elle aussi. Le sac est près de la porte. Les papiers sont à l'intérieur. La voiture est dans le garage. Oui, je sais. Je panique juste. Moi aussi je panique, admit-il. Sophia sourit malgré la douleur. Alors paniquons ensemble sur le chemin de l'hôpital. Ils arrivèrent à l'hôpital à temps. Les contractions s'intensifièrent et, au matin, Sophia était en salle de travail. Alex resta à l'extérieur. Il voulait être présent, mais elle refusa. C'est mon épreuve. Je peux y arriver. Tu es sûr? Absolument. Et elle y arriva. Claire naquit à l'aube petite, fripée, avec une touffe de cheveux noirs et un regard étonnamment lucide. Quand la sage-femme la posa sur la poitrine de Sophia, le temps s'arrêta. Bonjour, petite, murmura-t-elle. Je t'ai attendu si longtemps. Le bébé la regarda sérieusement, intensément, comme si elle la reconnaissait, puis bâilla et ferma les yeux. Sophia pleura de bonheur, de soulagement, de cet amour envahissant. Tout ce qu'elle avait traversé et l'empoisonnement, la trahison, la douleur l'avaient menée ici, à ce moment, et cela en valait la peine.
Ils laissèrent entrer Alex 1 heure plus tard. Il entra sur la pointe des pieds comme s'il avait peur d'effrayer quelqu'un et se figea près du lit. C'est elle. C'est elle. C'est Claire. Il prit sa fille dans ses bras maladroitement, comme tous les nouveaux pères. Claire pleurnicha un peu, puis se calma. Elle est si petite. 3 kg 200, un poids normal. Et si belle. Elle te ressemble. Sophia sourit. Elle a ton nez. Tu vois? Regarde. Alex examina le minuscule visage. Oui, peut-être. Et le menton et le mien aussi. Tu vois? Travail d'équipe. Il se pencha et embrassa sa femme tendrement, avec gratitude. Merci. Pourquoi? Pour tout. Pour exister. Pour m'avoir pardonné. Pour Claire. Pour notre famille. Sophia lui prit la main. Nous sommes une équipe, tu te souviens? Ensemble. Ensemble. Les premiers mois avec le bébé furent un tourbillon. Tétées nocturnes, couches infinies, coliques et poussées dentaires. Sophia et Alex ne dormaient pas. Ils se disputaient pour des broutilles, ils se réconciliaient encore plus vite. J'ai lu que la première année avec un bébé est un test pour un mariage, dit Alex un jour, en berçant Claire qui pleurait. Nous avons déjà passé un test bien plus difficile, répondit Sophia. Ce n'est rien. Et c'était vrai. Après l'empoisonnement, la trahison et le procès, les nuits blanches semblaient une bagatelle. Ils s'en sortaient ensemble, en équipe. Lucie devint la marraine comme elle l'avait promis. Richard, le grand-père honoraire non officiel. La petite Claire grandit entourée d'amour et de soins. Pour son premier anniversaire, ils organisèrent une petite fête avec seulement la famille et les amis les plus proches. Lucie apporta un ours en peluche géant. Richard apporta une petite cuillère en argent, une antiquité. Gravée pour porter chance, dit-il. Merci. Sophia serra le vieil homme dans ses bras. Au fil de l'année, il était devenu vraiment cher pour elle. Comment vous sentez-vous, lui demanda-t-elle. Il avait l'air fatigué ces derniers temps. L'âge normal, tu sais. Je ne suis plus un jeune homme. Vous devez prendre soin de vous. Je le fais, je le fais. Mais quand on a quelqu'un pour qui vivre, même la maladie recule. Il regarda Claire, qui examinait sérieusement l'ours en peluche offert. Une fille merveilleuse, tout comme sa mère. Alex dit qu'elle lui ressemble. Alors les deux. Le meilleur des deux. Ce soir-là, après le départ des invités et alors que Claire dormait, Sophia et Alex étaient assis dans la cuisine en finissant leur thé. C'est drôle, dit-elle. Quoi? Il y a un an, nous étions dans le pire des enfers, et maintenant tout va bien. Vraiment bien. Oui. Est-ce que l'ancienne vie te manque? Alex réfléchit un instant. Parfois. Pas ma mère, mais l'illusion que j'avais une famille parfaite. C'était confortable, tu sais, de croire que tout allait bien. Et maintenant? Maintenant je connais la vérité. C'est plus douloureux, mais c'est plus honnête. Elle lui prit la main. Et tu sais quoi? Je n'échangerai cette honnêteté pour rien au monde. Sophia hocha la tête. Elle comprenait. Moi non plus. Ils tombèrent dans le silence. Et c'était un bon silence plein de compréhension, de proximité et d'amour. Claire devint une enfant incroyable. À 2 ans, elle formait déjà des phrases. À 3 ans, elle posait d'incessantes questions sur tout. Sophia quitta son travail à la pharmacie pour se consacrer à sa fille. Alex travaillait pour 2, il avait été promu et il pouvait désormais se le permettre. Tu ne le regrettes pas, lui demandait-il. Pas une seconde. C'est le meilleur travail de ma vie. Et c'était vrai, voir sa fille grandir, lui apprendre de nouvelles choses, voir le monde à travers ses yeux, rien ne pouvait être comparé à ce bonheur. Eleanor était toujours en prison. Alex continuait à lui rendre visite moins fréquemment, une fois tous les 3 ou 4 mois. Il revenait toujours calme, perdu dans ses pensées. Comment va-t-elle? Demandait Sophia. Pareil. Rien n'a changé. Il ne partageait plus les détails, et elle ne demandait rien. C'était sa douleur, sa croix à porter. Elle ne pouvait qu'être là pour lui. Un jour,
il revint d'une visite particulièrement pensif. Sophia, je veux te demander quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Maman. Elle a demandé à voir Claire, au moins en photo. Sophia se tendit. Lui as-tu montré? Non. Je lui ai dit que je t'en parlerai d'abord. Elle resta silencieuse. Une partie d'elle voulait refuser catégoriquement. Cette femme avait essayé de la tuer. Quel droit avait-elle de voir sa fille? Mais une autre partie comprenait qu'elle était la grand-mère de Claire. Je vais y réfléchir. Alex hocha la tête. Merci de ne pas avoir dit non tout de suite. Elle y réfléchit pendant plusieurs jours. Elle consulta Lucie, qui était catégoriquement contre, et Richard, qui lui dit que la décision lui appartenait. C'est ta famille, dit-il. Et ton droit de pardonner ou non? Je ne sais pas si je peux pardonner. Le pardon est un processus, pas un événement. Parfois, cela prend toute une vie, mais cela commence par un petit pas. Une semaine plus tard, Sophia donna à Alex une photo de Claire une petite, où la fille souriait à l'appareil en tenant un ours en peluche. Peux-tu lui montrer ça? Il la regarda avec gratitude. Tu es sûr? Non, mais c'est la chose à faire. Claire a le droit de savoir qu'elle a une grand-mère, même si elle a fait des choses terribles. Merci. Il la serra fort dans ses bras, avec reconnaissance, et elle réalisa que c'était un autre pas vers la guérison. Pas le pardon, pas encore, mais un mouvement dans cette direction. Les années passèrent. Claire alla à l'école maternelle, puis à l'école. Elle grandit et devint une fille intelligente, curieuse et dotée d'un fort caractère, un véritable mélange de ses parents. De qui tient-elle cet entêtement, riait Alex. De toi, bien sûr. C'est un mensonge. C'est toi l'entêté ici. Je suis persévérante. C'est différent. Ils se disputaient comme toutes les familles, mais leur dispute était différente. Pas de poison, pas de manipulation, pas de tiers essayant de semer la discorde entre eux. Éléanore fut libérée de prison quand Claire avait 7 ans. Sa peine avait été réduite pour bonne conduite. Alex alla la chercher. Sophia resta à la maison. Elle n'était pas prête pour cette rencontre. Peut-être ne le serait-elle jamais. Il revint tard ce soir-là, seul. Comment ça s'est passé? Bizarre. Elle a tellement vieilli. Complètement grise. Très silencieuse. Qu'a-t-elle dit? Elle a demandé pardon. Sophia se figea. Quoi? Pour la première fois en toutes ces années, elle a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi en prison. Qu'elle avait réalisé à quel point elle avait tort. Qu'elle a ruiné nos vies à la tienne, la mienne et la sienne. Et l'as-tu cru? Alex resta silencieux. Je ne sais pas. Je veux la croire, mais j'ai peur. Peur de quoi? Que ce soit une autre manipulation. Qu'elle n'ait pas vraiment changé. Sophia hocha la tête. Elle comprenait sa peur, elle ressentait la même chose. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit que le pardon est un processus. Que j'ai besoin de temps. C'est sage. Ce sont tes mots. Tu me les as dit un jour. Elle sourit. Éléanore s'installa dans un petit appartement à la périphérie de la ville. Alex l'aidait financièrement. Sophia ne s'y opposait pas. Sa belle-mère était une femme vieille, malade et seule. Quoi qu'elle ait fait, cette punition était déjà assez dure. La première rencontre entre Sophia et Éléanore eut lieu 6 mois après sa libération. Sophia se prépara pendant longtemps, mentalement et émotionnellement. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Sa belle-mère ouvrit la porte, et Sophia la reconnut à peine, maigre, voûtée, le regard éteint. Il ne restait rien de la femme impérieuse et sûre d'elle qui l'avait autrefois terrifiée. « Bonjour », dit doucement Éléanore. « Bonjour. » Une pause. Puis la belle-mère s'effaça. « Entrez. » L'appartement était petit et sommairement meublé. Sur le mur, il y avait une seule photo, celle-là même qu'Alex lui avait apportée en prison, Claire avec l'ours en peluche. « Voulez-vous du thé? »« Oui, merci. » Elles s'assirent à une minuscule table de cuisine. Éléanore versa le thé avec des mains tremblantes. « Je suis contente que vous soyez venu. Alex me l'a demandé. Je sais, mais vous auriez pu refuser. » Sophia hocha la tête. « J'aurais pu,
mais je ne l'ai pas fait. Je voulais vous regarder dans les yeux. Et que voyez-vous? Sophia regarda le visage de sa belle-mère. Vieillie, changée. Je vois la femme qui a essayé de me tuer et la femme qui a payé pour cela. Eleanor baissa les yeux. Je ne voulais pas, je ne pensais pas. Vous ne pensiez pas que c'était si dangereux. Je sais. Ce n'est pas une excuse. Non, ce n'est pas une excuse. Silence. Puis Eleanor parla doucement, la voix brisée. Quand Alex vous a ramené à la maison, j'ai eu peur. Il vous regardait d'une manière qu'il n'avait jamais eue pour moi. J'ai réalisé que je le perdais, et je ne pouvais pas l'accepter. Vous ne le perdiez pas. Il vous aimait, mais il m'aimait aussi. Et il me semblait qu'il n'y avait pas de place pour nous deux dans son cœur. Sophia secoua la tête. Ce n'est pas vrai. Il y a toujours de la place dans le cœur pour ceux qu'on aime. Vous avez vous-même empoisonné ses sentiments pour vous avec votre jalousie, avec vos intrigues. Bien avant ce pendentif. La belle-mère tressaillit. Vous avez raison. Je sais que vous avez raison. Mais j'étais aveugle alors. Et maintenant? Maintenant je vois. Tard, mais je vois. Elles restèrent assises à boire du thé pendant encore 1 heure. La conversation fut difficile, douloureuse, mais nécessaire. Sophia ne lui pardonnait pas encore, mais elle faisait un pas vers cela. Je veux voir ma petite fille, dit Eleanor au moment de se quitter. Si vous me le permettez. Sophia réfléchit. Pas maintenant. Peut-être avec le temps. Quand je serai prête. Je comprends. Et encore une chose. Oui. Si jamais, ne serait-ce qu'une fois, vous essayez de monter Claire contre moi, de la tromper ou de la manipuler, je ne vous laisserai plus jamais l'approcher. Est-ce clair? Eleanor hocha la tête. Claire. Je ne le ferai pas. Je le jure. Sophia partit sans se retourner. Alex l'attendait dans la rue. Comment ça s'est passé? Normal. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Il la serra dans ses bras. Tu es une femme incroyable. Tu le sais? Je le sais. Ils rirent ensemble comme autrefois. La première rencontre entre Claire et sa grand-mère eut lieu 1 an plus tard. Sophia prépara sa fille pendant longtemps. Elle expliqua que grand-mère avait été malade et avait fait de mauvaises choses, mais qu'elle allait mieux maintenant. Comme un rhume, demanda Claire. Quelque chose comme ça. Mais dans sa tête, et maintenant elle est guérie. J'espère bien. La rencontre eut lieu en terrain neutre, dans un parc. Eleanor vint avec un cadeau, un livre de contes de fées. Bonjour, Claire, dit-elle, la voix tremblante. Je suis ta grand-mère. Claire la regarda sérieusement avec le même regard que sa mère. Maman dit que tu étais malade. Oui, mais je vais mieux maintenant. C'est bien. Être malade, c'est mal. Eleanor sourit pour la première fois depuis longtemps. Oui, c'est mal, mais je suis guérie maintenant. Elle lui tendit le livre. C'est pour toi. Claire prit le cadeau et la remercia poliment. Puis elle se tourna vers Sophia. Maman, on peut aller au balançoire? Bien sûr. La petite fille courut vers l'aire de jeu. Sophia et Eleanor restèrent seules. Merci, dit doucement la belle-mère. Merci de me donner cette chance. Ne me remerciez pas, remerciez Alex. Il a insisté. Mais vous avez accepté. Sophia garda le silence. Je ne suis pas une sainte, Eleanor. Je n'ai pas oublié ce que vous avez fait, et je ne suis pas sûr de l'oublier un jour. Je ne vous demande pas d'oublier, mais j'en ai assez de haïr. Cela demande trop d'énergie, une énergie que je veux consacrer à ma famille, à ma fille, à être heureuse. C'est sage. C'est pratique. Elles se turent, regardant Claire qui se balançait sur les balançoires, riant de joie. Elle est belle, dit Eleanor. Oui. Nous nous sommes appliqués. Et vous avez réussi. Ce n'était pas la fin de l'histoire. La relation avec Eleanor resta compliquée, pas hostile, mais pas proche non plus. Sophia ne pouvait pas se résoudre à aimer sa belle-mère, mais elle apprit à coexister avec elle pour le bien de son mari, de sa fille et de sa propre tranquillité d'esprit. Richard mourut quand Claire avait 10 ans, paisiblement dans son sommeil avec un sourire sur le visage.
Sofia pleura à ses funérailles comme s'il était de sa propre famille. Il m'a sauvée, dit-elle à Alex. Si ce n'était pour lui. Je sais. Je veux que Claire se souvienne de lui. Elle s'en souvient, et elle s'en souviendra. Ils mirent sa photo sur le manteau de la cheminée à côté des photos de famille. Richard y souriait de son sourire sage, et il semblait à Sofia qu'il était toujours à proximité, veillant sur elle. Lucie se maria tard, à 42 ans, mais heureusement. Son élu était un médecin de sa clinique, un homme calme, fiable, avec des yeux aimables. J'ai enfin décroché le gros lot, riait-elle au mariage. Tu le mérites. Nous le méritons toutes les deux. Tu as décroché le tien plus tôt, moi plus tard. L'important c'est de l'avoir eu. Sofia serra son amie dans ses bras. Je suis si heureuse pour toi. Et moi pour toi. Je l'ai toujours été. Elles dansèrent ensemble, les deux amies qui avaient traversé le pire comme le meilleur. Derrière elles se trouvaient des années difficiles, joyeuses, différentes. Devant elles se trouvaient d'autres années, et elles les affrontaient ensemble. Un soir, alors que Claire avait déjà 12 ans, elle vint trouver Sofia avec une question. « Maman, est-ce que c'est vrai que grand-mère a voulu t'empoisonner ?» Sofia se figea. Elle savait que cette conversation viendrait un jour, mais elle n'était pas prête. « Où as-tu entendu cela ?»« J'ai trouvé ça sur Internet. Il y a des articles sur le procès. » Sofia soupira. Internet se souvient de tout. C'est vrai. Mais pourquoi? Parce qu'elle était malade. Pas dans son corps, mais dans son âme. Elle aimait tellement papa qu'elle ne pouvait pas supporter qu'il aime quelqu'un d'autre. Mais c'est idiot. On peut aimer plein de gens à la fois. On peut. Mais elle ne comprenait pas cela. Claire réfléchit un instant. Et est-ce que tu lui as pardonné? Sofia resta silencieuse. J'apprends à pardonner. C'est difficile. Tu sais, quand quelqu'un te fait beaucoup de mal, il est impossible de pardonner tout de suite. Mais garder de la rancœur est encore plus difficile. C'est pour cela que j'apprends. Et comment ça se passe? Lentement. Un peu mieux chaque jour. Claire serra sa mère dans ses bras. Tu es la meilleure maman du monde. Et toi la meilleure des filles. Laisse rester ainsi, enlacée dans la pièce silencieuse. Et Sofia pensa à la longue route qu'elle avait parcourue depuis cette femme épuisée dans le métro, sauvée par un bijoutier inconnu, jusqu'à cette épouse et mère heureuse. La route avait été dure. Il y avait eu des moments où elle avait voulu abandonner. Il y avait eu des moments de désespoir et de douleur. Mais elle avait enduré. Ils avaient enduré ensemble avec Alex. Et cela en valait la peine. Ce même soir, Alex trouva sa femme près de la fenêtre. Elle regardait le coucher du soleil rouge, doré, incroyablement beau. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. « À la vie? À la façon dont tout s'est terminé? Regrettes-tu quelque chose ?» Sofia réfléchit un instant. « Non, pas même les mauvaises choses. Parce que sans le mal, il n'y aurait pas eu le bien. Nous ne serions pas ce que nous sommes maintenant. » Alex s'approcha et l'enlaça par derrière. « Je t'aime. Je t'aime aussi. Merci de n'avoir pas abandonné. De m'avoir donné une chance. Merci de l'avoir saisi. » Ils restèrent près de la fenêtre à regarder le coucher du soleil et Sofia se sentait absolument, complètement heureuse. Non pas parce que tout était parfait, la vie n'est jamais parfaite, mais parce qu'elle avait appris à trouver le bonheur dans ce qu'elle avait, la famille, l'amour, la confiance. Et cela suffisait. Plus que suffisant. Plusieurs autres années passèrent. Claire grandit, alla à l'université, puis en école de médecine. Elle voulait être médecin. En l'honneur de Richard, disait-elle. Il t'a sauvé la vie. Je veux sauver des vies moi aussi. Sofia pleura de fierté. Alex prit sa retraite tôt. Il voulait passer plus de temps avec sa famille. Ils voyagèrent ensemble à travers le pays, à travers l'Europe, à travers le monde. Ils regardèrent des couchers de soleil sur différents continents, et chaque fois ils se souvenaient de ce premier coucher de soleil près de la fenêtre de leur appartement. Éléanore mourut dans une maison de retraite où elle s'était installée de son plein gré. « Je ne veux pas être un fardeau », disait-elle. Seuls Alex et Sofia étaient aux funérailles, Claire n'avait pas pu venir car elle faisait un stage dans une autre ville.
Sophia, debout près de la tombe, pensa à quel point la vie est étrange. Cette femme lui avait causé tant de douleur et en même temps elle lui avait donné Alex, Claire, et tout ce qu'il y avait de bon dans sa vie. Adieu, murmura-t-elle. Je vous pardonne. Et elle sentit quelque chose en elle se libérer, quelque chose de lourd qu'elle avait porté pendant toutes ces années. La rancœur, la douleur, la peur, tout s'en alla, se dissout, disparut. Seul l'amour restait pour son mari, pour sa fille, pour la vie. Et cela suffisait. Maintenant, bien des années plus tard, Sophia sort parfois une vieille photo, celle d'elle et d'Alex le jour de leur mariage. Jeunes, heureux, ne sachant pas ce qui les attendait. Si tu avais su alors, dit-elle à son reflet, qu'aurais-tu fait? Et chaque fois elle répond de la même façon, la même chose. Exactement la même chose. Parce que la vie n'est pas une route droite. C'est un labyrinthe avec des impasses, des pièges et des virages inattendus. Mais si vous le parcourez ensemble, main dans la main, vous pouvez trouver la sortie. Et ils l'ont trouvé.